Et devant lui, sur le côté gauche, en tant qu'ailier gauche, c'est le Géorgien de 21 ans, challenge prononciation de la vidéo, c'est Hrvichva Kvaratskhelia. Donc il a fini la saison en Géorgie au Dynamo Batumi, mais c'est à cause de la guerre en Ukraine, parce qu'avant il jouait en Russie, il a fait les 3 dernières saisons, je crois, au Rubin Kazan, et c'était un des joueurs les plus distingués du championnat russe. Donc c'est une prise intéressante, c'est vraiment le joueur que je connais le moins bien peut-être de toute la vidéo. Mais j'ai regardé du coup ses highlights ce matin, il a commencé très très fort, il a mis une passe décisive après une belle accélération sur le côté. Bon, ça c'était pas mal. Et ensuite, il plante un doublé, dont notamment un second but, un petit piqué très sympa. Je vous mettrai les clips. J'ai aussi noté que le commentateur, je pense que c'est le commentateur de la chaîne du Napoli, l'appelle Kvara tout court. Attenzione, Kvara, limite, Kvara, dribbling, secondo, ancora Kvara. Donc voilà, merci mec d'avoir planté les bases, pris les devants, et c'est sans doute comme ça qu'il sera connu cette saison. Kvara donc, ok, ça m'intéresse, ça peut être pas mal. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Les amis, j'espère que tout roule pour vous. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que c'était hier, juillet 2022. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans et demi, quand on évaluait notamment le mercato de Naples et qu'on évoquait pour la première fois le nom de Hrvicha Kvaratskhelia. Depuis, le petit transfuge du Dynamo Batumi est devenu un nom qui compte du foot européen et un nom qui sera désormais associé au Paris Saint-Germain. Accord de principe trouvé, ça c'est l'info d'hier soir. Ça se trouve au moment où vous regardez cette vidéo, c'est déjà officiel. Mais c'était l'information hier soir de l'équipe. Paris et Naples ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Kvara autour de 70 millions d'euros. Il ne reste que des détails d'ordre organisationnel et juridique à régler. On a aussi une idée de son salaire. Ça devrait être à peu près le quadruple, voire peut-être le quintuple avec les bonus de ce qui touchait à Naples. Faut dire qu'il était un des joueurs les plus sous-payés du foot européen. Il n'a pas été revalorisé depuis 2022 et son arrivée. Et du coup, il était à 2 millions annuels à peu près. C'était même un des salaires les plus faibles de Naples, moins que, je sais pas, des Rafa Marin, Michael Foloruncho, c'est quand même assez fou pour Kvara. En Ligue 1, ça le placerait derrière, je sais pas, Léo Ostigard, Maitland-Niles, Tanner Tessman. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Benjamin André, Gaëtan Laborde, Ludovic Ajorc, Baptiste Santamaria, etc. Il va arriver, ça va changer pour lui, la vie va changer pour Kvara et elle va changer aussi pour le Paris Saint-Germain qui recrute un des ailiers, un des jeunes ailiers, 23 ans, bientôt 24, qui compte, un des visages de la Serie A. Et on va le pick vendredi avec Stan. Deuxième partie de notre podcast, justement des 24 Under 24. Il n'est pas sorti dans les 7 premiers pour l'instant, mais on verra où il sera et on verra qui il choisira. J'ai hâte de découvrir ça. Et j'ai hâte de découvrir son surnom, là je compte sur vous. Là c'est pour vous, en fin de vidéo. Donnez-moi le surnom de Kvara. Comment est-ce qu'on doit l'appeler désormais? Bon, la réalité, c'est qu'il a déjà son surnom. Il est devenu Kvara, effectivement. La grande percée de Kvara dans le foot européen. Déjà, au bout de 2 matchs, on l'appelait plus Kvara, on l'appelait Kvaradona. C'est son énorme saison 2022-2023, où il a claqué 14 buts, délivré 17 passes décisives, Serie A plus Ligue des Champions confondus. Ça faisait de lui le meilleur passeur de Serie A. C'était bien sûr l'année du titre de Naples, son association dévastatrice avec Victor Osimhen. Il y a juste à regarder comment il réagit quand il voit Kvara au moment d'une célébration. Là, il est avec Mario Rui et hop, oh, Kvara arrive, mon poteau, mon copain. Magnifique, magnifique saison. Ses passes sur un plateau pour Raphaël, pas Raphaël Leao, pas Gabriel non plus, Victor Osimhen, qui avait été fantastique cette saison-là, qui n'avait pas gagné le titre de meilleur joueur de Serie A, c'était pour Kvara, élu MVP. Et ouais, on a donné ces chiffres, mais il y en a d'autres, des chiffres avancés par exemple. Au-delà des passes décisives, il était par exemple à 2,2 dribbles par 90 minutes. Ça en faisait le deuxième meilleur dribbleur de Serie A, à égalité par exemple avec un Raphaël Leao. Tout ça en 3200 minutes donc de temps de jeu au total. Et il y avait eu quelques images marquantes, comme son but contre l'Atalanta, qui était une dinguerie totale. Je me souviens d'en avoir fait quelques screenshots de cette action où il finit à 1 contre 7 là au milieu de 7 bergamasques plus le gardien pour aller planter un but splendide. Grosse année. Explosion de sa valeur marchande derrière. Sur Transfermarkt, on voit la courbe, c'était assez flagrant. Il était arrivé, déjà au bout de quelques semaines de compétition, il passe de 15 à 35 et finit l'année à 80-85. Énorme saison. Pour Kvara, l'année parfaite, rêvée pour un rookie du Big Five, juste l'année de rêve. La saison d'après, c'était un petit peu plus compliqué. Seulement, entre guillemets, 11 buts, 8 passes D en Serie A, pas de but en Ligue des Champions, une seule passe D en Champions. Bon, pas déshonorant comme bilan, moins étincelant, c'est tout. Et il faut rappeler quand même que c'était dans un Napoli extrêmement dysfonctionnel, qui avait connu 3 entraîneurs différents, Rudi Garcia,
Walter Mazzarri, Francesco Calzona. Et c'est un Naples qui avait fini 10e de Serie A, donc l'année post-titre de champion était très très difficile. Victor Osimhen avait raté beaucoup de matchs, blessures, plus la Coupe d'Afrique des Nations, ça avait été compliqué. Et on peut même voir que les chiffres en soi d'assist de Kvara, quand on regarde passes décisives, moins les XA, pour voir s'il a surperformé un peu dans les passes décisives. Ouais, la saison 2022-2023, il a eu en Serie A ou les deux compétitions confondues 14 passes décisives avec 10 XA, parce qu'il y avait des bons finisseurs au bout. L'année d'après, il a sous-performé, moins 1,2, quasiment le même chiffre d'XA en soi, mais beaucoup moins de passes décisives. Il y avait moins de qualité de finition derrière. Et juste, c'était une moins bonne équipe qui jouait moins bien. Il n'y avait plus, par exemple, la pression comme celle de Mario Rui là, contre la Juve, la pression de Spalletti qui mâchait un petit peu le travail à Kvara, à Osimhen, pour avoir de grosses situations de but, comme là. Ouais, c'était pareil contre ce match-là, la Spezia. Récupération haute, je crois, avec peut-être du travail de Lobotka. Derrière, pareil, une passe décisive pour Osimhen dans le but vide. Cette saison, c'est un petit peu la même chose. Bon, Naples est leader de Serie A à l'heure où on se parle, mais ils sont moins sous Conte, très actifs, agressifs, hyper agressifs dans le dernier tiers, comme ils étaient avec Spalletti. Se replier en bloc médian ou bas, c'est acceptable. Et du coup, Kvara doit partir d'un petit peu plus loin. Il y a moins ces actions et ces stats générées à partir de la pression haute. Incroyable comme la pression est vraiment le sang d'une équipe, elle irrigue tout, même les stats des joueurs offensifs. Et c'est un petit peu différent là depuis quelques saisons. Aussi, on peut dire, voilà, c'est un joueur qui porte pas tout à fait une équipe sur son dos, sublime un collectif performant, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'il est peut-être pas dans le top 5 des meilleurs ailiers du monde. Si on devait faire un classement aujourd'hui, sur Transfermarkt par exemple, il est 7ème, mais même peut-être un Rafinha, tu peux mettre au-dessus. Il y a de la concurrence derrière, Michael Olise par exemple, je mettrais au-dessus, peut-être, on verra dans le 24, Under 24. Mais ouais, c'est quand même un joueur de classe qu'il a montré depuis 2 saisons. Au moins niveau stats. On peut aller un petit peu plus loin que les stats et faire une analyse détaillée du profil technique de Kvara pour comparer notamment par rapport à Bradley Barcola, où il y aura concurrence sur le temps de jeu, il y aura moins de minutes sans doute. Pour Barcola, il est pris pour être sur cette aile gauche à Paris, sans doute. C'est Kvara un vrai percuteur sniper, je le trouve, si on devait comparer, plus complet au global que Barcola. La première chose avec Kvara pour moi, la qualité de frappe, il n'y a aucune comparaison avec Bradley Barcola. Ce coup franc là qui tape contre Lazio, un des derniers matchs de la saison dernière en Serie A, à genre 27-28 mètres, parfaitement enroulé, un effet fuyant, le gardien en vrai est assez loin. Contre Monza aussi, il avait envoyé cette frappe là en 2022-2023. Cette qualité extérieure de surface qu'il a, c'est vraiment un sniper. Même aux 11 mètres, il peut envoyer avec une telle puissance sur les centres en retrait. Contre Vérone, voilà, des buts qui se ressemblent un petit peu sur la frappe enroulée extérieure de surface. Et c'est vrai qu'il a la gâchette plutôt facile. Je crois qu'il est à peu près 3,8 tirs par match en moyenne, c'est ça, par 90. Ici, 3,8 tirs par 90 minutes depuis la saison 2023-2024, contre seulement 2,5 pour Bradley Barcola. Et sa distance moyenne de tir est bien plus reculée, 18,9 mètres en moyenne pour un tir de Kvara, contre 12,9 pour Bradley Barcola seulement. Son but contre Milan cette saison encore montre qu'il n'a pas perdu de sa superbe extérieure de surface. Il rentre intérieur, il déclenche à cette distance, allez, genre 20-21 mètres excentrés comme ça, et il bat Mike Maignan. Magnifique but. Je dirais sur sa qualité de frappe, il a non seulement la frappe extérieure de surface, mais par rapport à Barcola, il a aussi le pied gauche. Et pour un joueur qui est ce percuteur, qui adore les petits dribbles dans les petits espaces, et cette possibilité qu'il a de revenir sur son pied gauche et pas faire que la spéciale enroulé pied droit ou frappe pied droit, entrée de surface, c'est très important pour lui. Là, il attire le défenseur, mais il l'envoie totalement dans le zag en partant sur son pied gauche et il finit pied gauche avec une frappe forte, ras de terre, qui bat le portier de Monza. Magnifique, ça devait être Di Gregorio à l'époque. Et ouais, ça aussi, pareil, c'est contre Vérone. Il peut partir dans les deux directions vraiment. Dur à anticiper pour un défenseur. Il revient sur son pied gauche, il finit. Ça, c'est Kvara. Il peut faire les deux. Et on connaît sa classique, pénétrer intérieur comme ça, depuis l'aile gauche, revenir sur son pied droit. Ça, il le fait très bien, bien sûr. Mais quand ça revient, après qu'elle ait été contrée, il peut aussi envoyer une sacoche pied gauche sous la barre.
Et il a ces deux choses-là. Et je dirais aussi sur la qualité de centre, quand il percute comme ça, tu peux pas le défendre, tu peux pas le verrouiller en protégeant juste l'accès à son pied fort. Il peut utiliser l'espace que tu lui donnes, comme là, et centrer pied gauche. Il a une bonne qualité de centre pied gauche, ça va donner but au bout. Ça, c'était contre Udine. Donc je dirais la qualité de frappe, la qualité du pied gauche, ça c'est déjà deux choses qui sont différentes par rapport à Bradley Barcola. Et troisième chose, quand même qualité de tête. Mine de rien, son premier but là contre le Hellas, premier but avec Naples en Serie A, c'était un but comme ça. C'était un but à 8 mètres où il la reprend de la tête. Mais aussi contre l'Atalanta, ici, c'est le joueur le plus avancé. Bonne tête matchée sous la barre, franchement, pas mal du tout. Donc il a un petit peu ça. Et enfin la qualité de passe. Ça n'a pas été le meilleur passeur de Serie A pour rien. Ouais, c'est sûr, le petit ballon qu'il met par-dessus là en une touche pour Di Lorenzo, magnifique. Ouais, ça va donner but au bout, c'était cette saison contre Bologne. Mais là, contre Lecce, il accélère. Il est un petit peu rattrapé, c'est pas le meilleur sprinter. Il va pas être explosé sur 50 mètres juste sur un dribble long, comme pourrait peut-être plus le faire Bradley Barcola. Mais par contre, la vision qu'il a et la qualité du service pour mettre second poteau, pour Osimhen, là, un petit peu comme une passe de meneur de jeu, juste passe lob pour que le gars il dunkait derrière. Et la tête smatchée de Victor Osimhen, magnifique. C'est pas très young, mais c'est un magnifique service pour Victor Osimhen qui marque. Je dirais qu'il a ça. Et après, juste, il a effectivement une qualité de percussion et de déséquilibre dans les petits périmètres qui le rend très difficile à défendre. Là, c'était contre l'Ajax en Ligue des Champions. Il avance 1 contre 1. Il peut combiner, mais d'abord déséquilibrer. Ça, c'est aussi une classique Kfara. Faire mine de partir dans un sens. Finalement, non, pas encore. Mais il déstabilise son défenseur. Une fois que le défenseur a perdu les appuis, ça combine en 1-2. Et le gars est battu. Récupération et finition. Petit filet opposé. Magnifique but. En Champions, il a marqué. Contre l'Ajax. Il a eu des mouvements décisifs aussi. Contre Liverpool, j'ai cette action contre Trent. Pour le coup, il explose. Grand pont, un peu inversé, magnifique. Et après, au physique aussi, il peut se battre. Il a une petite force haut du corps et surtout les pattes, les appuis sont tellement solides, très dur à déséquilibrer avec la force de ses quadris. Et je pense aussi les discos, ils sont corrects parce que Joe Gomez réussit pas à lui prendre. Il sert, je pense que c'est Osimhen là. Non, c'est Giovanni Simeone pour finir. Ouais. Ça, c'était la grande période de Naples. Là. Cette phase de groupe là où ils battent Liverpool, ils battent l'Ajax, contre l'Eintracht aussi, je crois. C'était très très costaud. Et après, ouais, je dirais, on le retrouve parfois dans un registre un petit peu plus axial. Il a quand même pas mal de dribbles. Je crois que j'ai les chiffres pour vous ici sur le nombre de dribbles passés. C'est 2,9. Hop. Si on passe par 90 minutes, 2,9 dribbles par 90 minutes, réussi. C'est même légèrement plus que Bradley Barcola. Donc Barcola, on connaît dans un registre de percussion, mais même si c'est dans un style différent, ils sont pas si éloignés que ça sur cette dimension-là. Et 42% de réussite en plus sur les percussions, 40% pour Barcola, grosso modo la même chose. Il peut jouer un petit peu plus central aussi. On le voit avec la Géorgie qui a régulièrement, notamment à l'Euro par exemple, il y avait ce système à 2 attaquants, Mikotadze, Kfara. Bon, parfois, il y avait chaque Vetadze un petit peu plus haut. Mais ouais, grosso modo, il peut être un petit peu plus axial. Et battre à la course, par exemple, Antonio Silva, là, qui avait vécu un désastre dans ce match. Mais sur cette perte, hop, ils partent de la même position et il le bat sur le sprint. Pour aller finir ensuite, créer un petit espace de séparation et aller finir pied gauche, encore une fois, le pied gauche de Kfara. Il avait vécu un bel Euro. Et il est capable donc d'être un petit peu plus axial comme ça. Typiquement contre Sassuolo aussi. Le petit ballon là qu'il donne, c'était je crois sur cette saison actuelle. Ou peut-être saison dernière. Le petit ballon qu'il donne à Di Lorenzo comme ça, après avoir pris plein axe. C'était saison dernière, la petite transmission comme ça. Magnifique. Donc régulièrement, on le retrouve dans des poches un petit peu plus axiales. Pas que aile gauche ou demi-espace gauche. Son but contre l'Atalanta aussi, où était plein axe, même si ça c'était plus au bout d'une transition rapide. Et là, contre l'Eintracht, en Ligue des Champions par exemple, se réaxe, pénètre un peu intérieur, appuie, et derrière la remise magnifique en talonnade, des gestes de classe comme ça sur le service, mais parce qu'il a une bonne sensation, un bon flair pour le jeu axial. Pas que un ailier longue ligne. Ça aussi, c'est peut-être une légère différence stylistique avec Bradley Barcola pour Victor Osimhen contre Bologne. Petite transmission dans le dos de la ligne.
magnifique. Je sais pas pourquoi je dis Osimhen depuis tout à l'heure, comme si c'était un Norvégien. Mais ouais, Victor Osimhen, qui avait vécu très très belle saison aussi, et le duo était magique, vraiment. Des beaux duos comme ça faisait vraiment kiffer. Je me souviens de la vidéo que j'ai fait sur Bologne, sur Naples à l'époque, pour le titre, c'était un régal. Vraiment, vraiment une équipe spéciale cette saison-là. Et ouais, après, juste sur la qualité de passe qu'il a, on le voit depuis ses percussions aile gauche, mais aussi il a un petit truc à la finition, c'est pas magnifique, mais c'est légèrement meilleur depuis 2023-2024 que Bradley Barcola. Si on regarde par exemple but moins XG, il est légèrement en dessous de ses XG, moins 0,2, mais Bradley Barcola depuis 23-24 est à moins 2,3. Donc c'est quand même un peu meilleur pour Kfara. Et je vois des actions où, au-delà des frappes à la qualité de pied qu'il a, là il s'appuie sur Mario Rui, et son centre là, ça c'est une finition de belle qualité. Et mine de rien, elle n'est pas si facile à mettre que ça, et il se jette bien pour bien la placer, battre Vanja Milinkovic-Savic, je pense que c'est. Donc ouais, pas mal. En Ligue des Champions, il y aurait peut-être des limites face à de l'adversité de très très haut niveau. Par exemple, j'ai vu ce but contre le Torino. Il n'a pas une énorme pointe de vitesse, Kfara, mais il réussit à battre Lukic. En Ligue 1 et en Ligue des Champions, a fortiori, je ne suis pas certain que face à des latéraux extrêmement grosses caisses physiques, grosse force d'accélération, je ne suis pas certain que tu battes aussi facilement des vis-à-vis en 1 contre 1 dans le grand espace avec juste une poussée de balle. Mais bon, en Champions, il avait montré contre l'AC Milan, même c'est niveau Champions, c'était un quart de finale, mais il avait montré qu'il pouvait quand même être à la hauteur des gros matchs, même si c'était contre une adversité Serie A. Il pouvait être à la hauteur des gros matchs, là, entre deux, il était passé, c'était magnifique. Naples s'était pas qualifié, il leur avait manqué Victor Osimhen pendant une bonne partie du match aller, je dirais, peut-être tout le match aller même, et c'était dommage. Mais ouais, il avait eu quelques mouvements vraiment, vraiment sympas dans cette rencontre. Donc, la qualité de Champions, je pense, Paris la trouve aussi avec Kfara. La vraie question peut-être c'est à quel point vraiment est-ce qu'il est Enrique compatible. La profondeur d'effectif que Paris a dans cette zone commence à être importante. Déjà Barcola, maintenant Kfara, il y a Doué qui peut jouer à gauche, il y a l'émergence de Senima Youlou, même si plus un milieu relayeur gauche, c'est là qu'on l'a vu utiliser la dernière fois contre Saint-Étienne, c'était sympa. Mais ouais, il y a peut-être cette idée d'empiler un petit peu trop de ressources. Quel rôle est-ce qu'il pourrait avoir dans le PSG de Luis Enrique? Alors là, je l'ai mis titulaire à la place de Bradley Barcola. J'imagine qu'il arrive quand même plutôt sur cette fonction. Dans le 4-3-3, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Je ne sais pas si Ramos sera le titulaire des gros matchs de Champions d'Enrique. Est-ce que Paris va encore recruter, chercher un 9 et un 9 un petit peu plus Enrique compatible? Mais bon, sur le papier, tu dois dessiner un 4-3-3. C'est grosso modo celui-là que je ferais, avec Kfara aile gauche comme ça. En réalité, le Paris Saint-Germain, on sait souvent avec ballon, c'est un peu plus du 3-2-5, donc un double pivot qui peut bouger. Ça peut être Vitinha Neves, ça peut être Vitinha Zaïre Emery. Souvent, c'est Neves Zaïre Emery. Et bon, régulièrement, quand même, c'était plus Mendes le troisième central, avec Hakimi qui monte, que ce soit dans le demi-espace, les dédoublements intérieurs avec Dembélé, ou alors les dédoublements extérieurs comme ça. Mais ouais, un 3-2-5, un petit peu de ce type. Dans ce cas-là, il serait sans doute le joueur le plus long de ligne. J'ai du mal à voir Vitinha prendre l'aile régulièrement, même si tout ça est assez fluide. En revanche, s'il y avait un autre fonctionnement et un Mendes qui grimpait sur certaines phases, là, Kfara pourrait être le joueur intérieur et Mendes qui dédouble long de ligne. Et l'association comme ça, Mendes-Kfara, j'avoue, elle donne envie d'être vue. Ça pourrait être assez costaud. Mais donc ouais, plutôt aile gauche / demi-espace. Est-ce qu'il peut y avoir même une folie? Et on ne sait pas, c'est en fonction des configurations. Est-ce que c'est possible d'envisager un Kfara 10 dans une forme de 4-2-3-1? Je ne sais pas exactement, si tu sors un milieu, tu fais quelque chose un petit peu comme ça, est-ce que ça c'est envisageable? Est-ce que c'est même envisageable? Je ne sais pas, je dis une bêtise, mais le faux neuf dont Luis Enrique rêve, on a vu Kanginli, on en a vu pas mal. Bah, de temps en temps, Kfara avec la Géorgie qui joue très axial, et sur certaines séquences même qui peut finir des actions de la tête, et qui aime bien énormément participer au jeu, qui a une qualité de percussion et un toucher technique de très très haut niveau. Est-ce que Luis Enrique va pas nous inventer sur certains moments un Kfara faux neuf pour avoir Barcola et Dembélé en projection, en force de percussion, et qui est-ce qu'on mettrait? Ouais, un truc comme... je sais pas exactement comment, mais
Mais ouais, je sais pas à quoi ça va ressembler. Si Paris veut absolument revenir, enlever un milieu en fin de rencontre, mettre un attaquant supplémentaire, ça pourrait finir ouais, quelque chose comme ça aussi, avec Mendes et Hakimi qui déboulent sur les côtés. Ça commence à faire un petit peu peur. Le truc qui peut être pas mal, je trouve, c'est que l'emphase que met Luis Enrique sur la pression, c'est un contexte de jeu dans lequel Kvara était très très fort avec Spalletti, moins pour lui les récupérations qu'il déclenchait, même si on avait, mais à quel point il en profitait. Et on pourrait retrouver un Kvara qui stat énormément, grâce à l'impact que le Paris Saint-Germain souhaite mettre sur sa phase sans ballon, très très haut sur le terrain. Ça pourrait permettre à Kvara d'être encore plus fort là-dessus. Donc Enrique compatible, ouais, je dirais plutôt oui. Pour conclure, je dirais Kvara, un joueur important dont le niveau de performance globale est quand même resté plus élevé que peut-être ce que les gens pensent de loin. Je pense que ça allait jamais être facile à reproduire ce qu'il a fait en 2022-2023, année de rookie, élu MVP comme ça, 14 buts, 17 passes en championnat plus Champions. Je veux dire, si on se réfère à ce standard-là qu'il a fixé, ouais, ça va être très difficile, comme on a dit, dans un Naples dysfonctionnel, qui a tellement changé d'organisation, qui a eu 3 entraîneurs. Pourtant, honnêtement, les stats, elles étaient plutôt là. Donc, je pense, ce qu'on en déduit, c'est que c'est pas un joueur qui te fait gagner un titre à lui tout seul, absolument. Et que collectivement, il faut quand même une bonne équipe autour. Mais Kvara est resté tout de même à un niveau plus que correct. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Quand je vois les joueurs qui sont pistés par Naples pour tenter de le remplacer, on parle de Garnacho, Zegrova, quelques pistes. J'aime bien Neres, moi je trouve très intéressant en ce moment, j'en ai parlé l'autre jour dans mes mousquetaires. Mais Naples et Conte veulent entretenir leur chance de titre. Ouais, ils sont premiers là pour l'instant. Et avec les ressources qu'ils récupéreraient de Kvara, ils feraient peut-être un vrai gros coup. Mais quand je vois ces noms, je trouve que ça montre à quel point c'est clairement un joueur important pour eux. Et en tout cas, niveau valeur marchande, à 85 millions, il deviendrait tout de suite le joueur le plus cher de Ligue 1. Le joueur le mieux coté de Ligue 1, 20 millions de plus que son poursuivant, Bradley Barcola, tiens. Et sinon, pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain, mais personne n'a dépassé les 70 cette saison, alors que Kvara arrive à 85, ce qui montre que ouais, c'est peut-être pas la catégorie élite absolument, comme on dit, top 5 ailiers de la planète, où on a Vinicius, Lamine Yamal, Saka, on a parlé de Rafinha, de Michael Olise, de Rodrigo, il y a Luis Diaz, même s'il joue un peu plus axial, et bon, il y a Rafael Leao, etc. Gakpo qui joue à un très très haut niveau, Anthony Gordon en ce moment, Salah bien sûr, etc., etc. On pourrait parler de pas mal, donc je ne le mets pas top 5 des meilleurs ailiers du monde en ce moment, mais c'est la catégorie juste en dessous. Et la catégorie juste en dessous, c'est une sacrée catégorie. Si c'est possible de faire un joueur comme ça, je dirais à n'importe quel moment, je pense qu'il faut le faire. Et sur une opportunité mercato hivernale comme ça, c'est... ouais. Ne serait-ce que pour renforcer ton équipe, et tu vois après, quand il y a la possibilité de faire un joueur de la trempe de Kvara, je pense que c'est le bon mode opératoire. Je trouve aussi que Kvara est assez flexible tactiquement, c'est ça qui est intéressant. Il est pas mal avec de l'espace à attaquer, mais aussi, face à un bloc bas, ses changements de direction très courts, ses petits ballons empoisonnés qu'il peut mettre au second poteau, et bien sûr sa qualité de frappe pour déverrouiller un bloc bas comme ça, c'est des atouts extrêmement utiles pour les configurations de match que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique va rencontrer. Le travail qu'il fait à la pression aussi, à quel point il a été soluble dans un collectif de pression en 2022-2023, ça je pense c'est une très très bonne indication. Ça c'est le but qui marque contre Udinese, récupération haute et après la lucidité qu'il a devant le gardien pour le battre, magnifique. Enfin je dirais, Naples, c'est déjà un contexte de pression. Si on s'inquiétait sur le transfert de Kvara dans un club extrêmement exposé médiatiquement, la Champions comme au moins semi-objectif, est-ce qu'il est à la hauteur de ça ? Je pense que c'est pas pareil avec Kvara que de prendre un attaquant typique, on va dire, de Bundesliga qui est dans un contexte d'épanouissement, de confiance donnée par le staff, les supporters, de patience aussi, pour avant tout progresser, faire mûrir ses qualités. Non, Kvara en vrai, il est arrivé à Naples. Et je veux dire, dès les premiers mois, il fallait performer. C'est Naples. Les exigences, elles sont extrêmement fortes. Donc la pression, ça le connaît bien. Et peut-être un truc que j'ajouterais, en début de saison, j'étais très chaud sur l'idée de donner du temps de jeu, mettre le plus de minutes possible dans les jeunes talents du Paris Saint-Germain. Barcola, Doué, Gonzalo Ramos et tout. Je voulais pas avoir un neuf recruté. Je trouve l'argument de laisser du temps à Bradley Barcola,
je serais d'accord, mais déjà, la première chose, c'est qu'ils ont qu'1 an et demi d'écart. Kfara, c'est février 2001. Barcola, c'est septembre 2002. Donc, Kfara, peut-être que lui aussi a une courbe de progression à continuer de pousser. C'est possible. Donc, c'est différent pour moi que de recruter un vétéran totalement confirmé. Là aussi, il y a du potentiel à aller chercher, peut-être. Je dirais aussi, avec Barcola, on a déjà vu maintenant, on a eu une demi-saison de temps de jeu qui a été donné, effectivement. Il a eu beaucoup de temps de jeu. En Ligue 1, les stats sont pas déshonorantes, mais récemment, le passage à vide et les performances en Champions me font dire que l'argument du développement est un petit peu moins saillant. Et quand une opportunité de ce type-là, avec Kfara, se présente, je trouve ça logique d'aller la chercher et d'aller la saisir. À la rigueur, je dirais un truc qui pourrait m'inquiéter avec Kfara, c'est pas le niveau absolu, même si je pense, comme on a dit, que c'est juste en dessous de la qualité à 10 sur 10 de certains attaquants des 5 championnats majeurs. À la rigueur, ce serait peut-être attention au changement de revenus, comme on a dit. Passer de quadrupler ou quintupler son salaire et toucher le gros lot avec, si c'est un contrat de 5 ans, fois 10 millions, 50 millions garantis pour un gars qui actuellement est payé le même salaire que Baptiste Santamaria. Avec les tentations de Paris et tout, attention au risque de se sentir déjà arrivé. Parfois, il y a des joueurs qui relâchent leur niveau d'exigence en arrivant à Paris, avec ce changement de dimension, notamment financier. Donc ça, je dirais, c'est des petits trucs à surveiller. Et après, peut-être aussi, sur les blessures, il n'y en a pas eu de graves, très très graves pour l'instant, mais il y a quand même plein de petits bobos ici et là. Pour l'instant, depuis 2 ans et demi, c'était aussi le cas au Rubin Kazan. Donc ouais, peut-être attention à ça. Mais dans l'ensemble, mon avis sur Kfara, énorme coup. Il devient quasiment immédiatement le visage de la Ligue 1. Et ouais, si tu as des opportunités comme ça, il faut foncer. Et la question de l'animation collective, pour moi, ça passe un peu après. Parce que ce sera la charge de Luis Enrique de bonifier un talent de ce niveau-là. Et hâte de voir ça maintenant dans notre championnat de France et en Champions aussi, ou pour Paris. Les rendez-vous qui arrivent sont très très chauds, très importants, et ils arrivent très vite, dans genre 7-8 jours. Les amis, j'espère cette petite vidéo sur Kfara à Paris vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On avait le surnom de Kenan Yildiz à donner, j'ai choisi finalement Kenan Yildiz, apparemment ça signifie l'étoile en turc. Ça m'a beaucoup plu, et du coup je suis parti sur l'astronaute, le chercheur d'étoiles, la courbe qu'il est en train de vivre, l'ascension phénoménale de type astronaute de Yildiz. Ça peut faire quelques beaux designs aussi. Et ouais, magnifique joueur. S'il continue à être aussi fort, lui aussi il va mériter sa vidéo. Mais ouais, Kenan Yildiz, pour moi l'astronaute. Et Kfara, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que vous avez pour Kfara? Mettez-moi vos meilleures inspirations en commentaire. Merci d'avoir été là encore, les gars, que ce soit sur YouTube ou en podcast. Merci beaucoup. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Bisous.